Bonsoir. Merci beaucoup toutes et tous d'être là pour cette nouvelle et 9e édition du Festival Italissimo. Bon, mon premier remerciement, évidemment, va à Olivier Chaudenson, premier partenaire de la première heure et fidèle, et à toute son équipe de nous accueillir chaque année pour le festival. On l'a créé avec Cristina Piovani et Fabio Gambaro en 2016. Fabio Gambaro s'excuse, mais il est en train d'animer une autre rencontre au Consulat général de l'Italie, donc il nous rejoindra un petit peu plus tard. Cette année, Italissimo, comme d'habitude, c'est le meilleur de la culture italienne, qu'elle soit littéraire, poétique, musicale. On choisit les meilleurs écrivains, évidemment. Mais cette année, place à de nouvelles voix de la littérature contemporaine italienne, des premières traductions en France qui ne cessent de nous surprendre. Et vraiment, c'est formidable de pouvoir commencer cette nouvelle édition avec Gianmarco Griffi et son premier roman qui est, je vous assure, ébouriffant. Ce livre est extraordinaire, il est inouï. Bravo Christophe pour la traduction, parce que je crois que vous avez fait un travail absolument remarquable. Les livres en italien seront en vente dans le hall de la Maison de la Poésie, en français dans la librairie Extrême Contemporain, juste de l'autre côté de la Maison de la Poésie, dans le passage. Alors, un festival, ça ne se fait pas seul, parce qu'il faut des moyens pour le faire. Donc, pardonnez-moi, je vais être un tout petit peu longue, mais je voudrais remercier toutes celles et ceux grâce à qui ce festival a lieu. Alors, en Italie, nous sommes soutenus par, pardon pour l'accent, le Centro per il Libro e la Lettura, l'ambassade d'Italie, l'Agence italienne pour le commerce extérieur, le Consulat général d'Italie, l'Institut culturel italien. En France, par la DRAC Île-de-France, la ville de Paris, Montepaschi France et Castaldi Partners, la Maison de la Poésie, la BPI et le Comité d'action culturelle Paris 1. Plus tous nos lieux partenaires, la Maison de l'Italie, Sciences Po, Sorbonne Université et la Sorbonne Nouvelle, le Théâtre de l'Odéon, la Galerie Tornabuoni, le Théâtre Saint-Louis, la Dante Paris, les lycées Leonardo da Vinci et Victor Hugo, Isola Cantine littéraire qui organise pour la première fois des apéros littéraires vers 18h dans leur restaurant, les cinémas L'Entrepôt et le Panthéon. Merci évidemment à tous les éditeurs et attachés de presse fidèles et qui nous soutiennent, nous les sollicitons beaucoup. Merci à Alice Tonasso et Déborah Imbert, les petites fées du festival. Voilà, on compte sur vous. Pendant tout le week-end à la Maison de la Poésie, venez découvrir ces écrivains. Vous avez le programme à la sortie ou dans la main. Je déclare la 9e édition du Festival Italissimo ouverte. Bonne soirée. Merci Evelyne, bonsoir à tous, bonsoir Gianmarco, bonsoir Christophe. C'est vrai que nous avons beaucoup de chance ce soir de pouvoir assister à cette discussion avec Gianmarco parce que ce livre est un livre exceptionnel et qui a explosé comme une bombe sur la scène littéraire italienne et qui a eu un énorme succès. Alors, premier roman, peut-être pas tout à fait. Il me semble que vous aviez écrit un autre texte, Più segreti degli angeli sono i suicidi. Et puis, est-ce que c'est un recueil de nouvelles, Inciampi? Voilà, c'est un recueil de... Mais vous parlez français, si je comprends bien. Donc, voici le livre Ferrovie del Messico, publié chez Laurana à Milan, que vous pouvez trouver dans le hall de la Maison de la Poésie. Et si vous préférez le lire en français, Chemin de fer du Mexique, dans la traduction de Christophe, qui est à côté et qui va être notre interprète en plus ce soir, et qui paraît donc chez Gallimard. Alors, ce livre, il faut que je dise deux petits mots peut-être pour expliquer le titre déjà, parce que ça paraît très surprenant, Chemin de fer du Mexique. Donc on est très exactement en 1944, dans le Piémont, dans la ville d'Asti et les environs, où il y a un certain Cesto Maggetti, qui est un soldat de la garde républicaine ferroviaire. Alors je ne sais pas exactement à quoi ça correspond, mais en tout cas il est militaire d'une certaine manière. Pas vraiment par contre militaire en 1944, donc militaire dans l'armée de Mussolini. Pas vraiment par conviction,
ni par opportunisme. Enfin, c'est pas un fasciste convaincu. Il est là parce qu'il faut bien être quelque part, j'ai l'impression. Alors c'est vrai qu'il y a certains de ses camarades qui ont choisi de combattre ce régime, qui sont dans la clandestinité, qui ont été arrêtés. Pour son grand malheur, d'ailleurs, à Ceausescu, son dentiste a été arrêté. Et ça, c'est très, très embêtant parce que justement, il a une rage de dents. Une rage de dents qui dure 700 pages. Donc, je peux vous dire qu'on s'en souvient en général. Bon, enfin bref. Il est là, à la gare d'Asti, à expédier des petits boulots sans aucun intérêt. Et puis, un beau jour, un ordre arrive depuis Berlin, puisque c'est les autorités allemandes qui ont pris cette décision. Les nazis, l'état-major nazi, ou peut-être même le Führer en personne, ont absolument besoin de toute urgence d'une carte des chemins de fer du Mexique. Allez savoir pourquoi. Et justement, le livre va nous expliquer pourquoi. Pourquoi les nazis ont besoin d'une carte des chemins de fer du Mexique et pourquoi c'est ce pauvre Cesco Baggetti à qui on demande en une semaine de dessiner cette carte des chemins de fer du Mexique. Il ne savait pas qu'il y avait des chemins de fer au Mexique. Il ne savait probablement même pas où était le Mexique. Mais en tout cas, il va devoir se livrer à cette tâche. Alors voilà le sujet. Comment peut-on écrire près de 700 pages sur un sujet pareil? Vous allez voir, c'est un roman d'aventure, comme on le dit, d'aventure avec un S, dans la traduction en tout cas. C'est un roman d'aventure et on va comprendre à travers, d'abord, par quelle série de malentendus en cascade cette décision totalement aberrante est arrivée à la gare d'Asti et est tombée sur le pauvre Cesco Baggetti. Et puis, il va y avoir toutes sortes d'aventures. Première question que je voudrais vous poser d'emblée. J'ai lu dans une interview où vous dites « Je suis un écrivain du lundi ». Alors, je sais qu'il y a des peintres du dimanche, peut-être des écrivains du dimanche, mais un écrivain du lundi. D'abord, qu'est-ce que ça veut dire? Et puis je me suis dit, il a dû quand même passer quelques lundis avant d'arriver à écrire un tel livre. Alors, que signifie être un écrivain du lundi, Gianmarco? Intanto grazie e buonasera a tutti. La cosa che mi fa più felice è che ho capito quasi tutto quello che ha detto, quindi posso rispondere in italiano senza bisogno della tua traduzione. Poi tu tradurrai quello che dico io. Pour commencer, bonsoir à tout le monde. Et la chose qui me rend très heureux, c'est que j'ai compris tout ce qu'il a dit sans avoir besoin de la traduction. Bravo. No, sono uno scrittore del lunedì per il semplice fatto che io sarei uno scrittore della domenica, di base, no? Perché sono uno scrittore per hobby, ma però di domenica lavoro, perché io lavoro in un circolo di golf. Alors, je suis un écrivain du lundi. En fait, je serais plutôt un écrivain du dimanche, parce que j'écris par hobby, mais le dimanche, je travaille parce que je gère un club de golf. E allora ho iniziato a scrivere, posso scrivere di lunedì. Per scrivere Ferrovie del Messico ho avuto bisogno anche del martedì, del mercoledì e del giovedì, nel senso perché allora lì mi è venuto in soccorso il Covid, la pandemia. Siamo rimasti tutti chiusi, il mio circolo di golf è rimasto chiuso, allora ho avuto il tempo di immaginare e scrivere. Donc j'écris le lundi. Bon, pour écrire Chemin de fer du Mexique, j'ai besoin du mardi, du mercredi, aussi du jeudi. Et j'ai eu l'aide du Covid, puisque avec le confinement, on a été fermé pendant des mois. C'est la première fois que je rencontre un écrivain gérant d'un club de golf, je dois dire. Je comprends maintenant les allusions au golf dans le livre, dont je ne voyais pas bien le rapport. Alors, c'est un livre qui est aussi un roman d'aventure, bien sûr. C'est aussi un pastiche, d'une certaine manière, d'un certain nombre de romans d'aventure. Puisque, en définitive, pour dessiner cette carte des chemins de fer du Mexique, Cesco va découvrir qu'il y a un livre qui a été écrit sur la question. C'est-à-dire qu'un auteur, royalement inconnu, a écrit un livre sur ses expériences de voyage à travers le Mexique par le chemin de fer. Donc s'il met la main sur ce livre, c'est formidable. Il va y avoir des cartes peut-être dans le livre, enfin il y a tout ce qu'il faut. Et on a une espèce de quête du Graal, alors évidemment avec un livre qu'on ne trouve jamais.
on est sur le point de mettre la main dessus, et puis au moment où on va l'attraper, il n'est pas là parce qu'il était à la bibliothèque, mais quelqu'un l'a emprunté, puis il ne l'a pas rendu, et puis enfin bref, bon, je vous passe tous les détails, mais vous vous amusez beaucoup, c'est un livre. Je voudrais parler de l'aspect comique de ce livre, en quelque sorte. C'est un livre à la fois grave, mais c'est aussi un livre comique, dans la mesure où c'est une sorte de pastiche, en effet, du roman d'aventure classique. Sì, effettivamente è così. Io volevo dare subito un taglio, come dire, comico umoristico alla storia, cioè volevo provare a narrare un periodo storico che è stato tragico per la storia d'Italia, e non soltanto d'Italia, anche per esempio in Francia è successo. Voi francesi potete capire molto bene quello che il periodo descritto in questo romanzo, perché anche voi avete avuto l'occupazione nazista e avete avuto una divisione della Francia, no? Uno stato fantoccio anche voi, e quindi però volevo appunto affrontare questo periodo da un punto di vista, come dire, umoristico, satirico, ironico, e quindi questo era il mio obiettivo principale. E in effetti il romanzo si apre subito con la prima frase, dice era un brutto periodo, no? Era un brutto periodo perché era un brutto periodo per Cesco Maggetti, ed era un brutto periodo proprio a livello storico, però poi subito dopo parla introduce un elemento molto, come dire, marginale, come il barbiere che è stato arrestato e quindi nel quartiere hanno tutti la barba da fare, e poi c'è il discorso del mal di denti, che naturalmente sono tutti discorsi marginali che rendono un po' la comicità, se vogliamo, già dalle prime pagine. Oui, effectivement, c'était bien mon intention de faire un pastiche, en tout cas d'avoir un ton comique humoristique pour une période ô combien tragique qu'ici en France on peut comprendre, parce que la France aussi a été sous occupation nazie et a été coupée en deux avec un État fantoche. Je voulais aborder cette période donc tragique d'un point de vue satirique, ironique, et d'emblée d'ailleurs, dès la première phrase, c'était une sale période. On redescend, une sale période historique évidemment, on redescend tout de suite sur des événements presque anecdotiques, le barbier qui ne peut plus travailler, le dentiste qui a été arrêté, des choses comme ça. Alors, il y a le personnage de Cesco qui est une espèce de anti-héros. Là aussi, il y a une tradition dans le roman d'un peu de l'anti-héros à qui il n'arrive que des malheurs plus ou moins importants parce qu'il est confronté à une situation complètement absurde. Je pense par exemple, pour des livres qui parlent de la guerre, je parle du brave soldat Schweik par exemple, ou bien je pense à Döblin, au Franz Biberkopf du Berlin Alexanderplatz de Döblin. C'est pas tout à fait la même période, là c'est les années 20, vous êtes 20 ans plus tard, mais c'est un petit peu le même genre de personnage perdu dans les fracas de l'histoire, finalement ni engagé ni désengagé, qui est une espèce de clown tragique en quelque sorte dans les événements. Alors, est-ce que vous vous référez un peu à cette tradition du personnage de l'anti-héros dans la guerre? Sì, diciamo che sicuramente ecco, il riferimento a Zweig è per me molto importante, perché comunque Zweig il buon soldato Zweig è un modello che io ho utilizzato per provare a scrivere di Cesco Maggetti. Cesco Maggetti sì, è una specie di eroe, non è nemmeno un antieroe, è una specie di eroe, è veramente una persona che non riesce a prendere una decisione, non riesce a decidere, no? E quindi nella sua perenne ignavia, no? Pigrizia, perché lui è proprio un ignavo, e il mal di denti è anche un modo per pungolarlo, no? Un modo per diventa poi il correlativo oggettivo della sua piccola disperazione, che è una disperazione dell'uomo che non sa
veramente come fare a migliorare il mondo intorno a sé, forse non ha neanche la voglia di farlo, non ha neanche la motivazione per migliorare il mondo che lo circonda, e quindi si ritrova veramente travolto dagli eventi storici, esattamente come succede a Zweig, ecco, e quindi è un paragone che mi piace moltissimo, oltre al fatto che naturalmente Il buon soldato Zweig è un romanzo che io ho amato molto. Effectivement, la référence à Zweig me fait plaisir parce que ça a été un modèle pour moi pour construire le personnage de Cesco, qui est effectivement un anti-héros, un être indécis, un être paresseux. La rage dedans, c'est en quelque sorte la manifestation objective de cette indécision, de son désespoir, de son incapacité à modifier le monde. Est-ce qu'il a même vraiment envie de modifier le monde? Après, il se rachète quand même un peu, hein. Dopo Migliola, et qui est emporté par la tourmente des événements historiques. Alors tout se passe à Asti, je ne connais pas Asti, mais c'est un roman fleuve, un roman monde, il est question du Mexique, il est question de l'Allemagne nazie, il est question... Mais tout est ramené à Asti, qui est une ville très étrange, parce qu'elle est à la fois présentée de manière très réaliste et en même temps de manière complètement fantastique. J'ai eu l'impression en lisant ce livre que c'était... Vous avez créé une Asti complètement imaginaire, un petit peu comme le fameux comté de Faulkner, où certaines villes comme ça imaginaires que les écrivains inventent. Alors il y a une Asti qui a l'air bien réelle d'une certaine manière, et qui est la vôtre. J'ai l'impression que on serait déçu en allant à Asti, en quelque sorte, en voyant la différence entre la vôtre et la réalité. Questa è una domanda molto bella, è una domanda chiave, perché effettivamente era esattamente quella, la scommessa era proprio quella di riuscire a raccontare, a rendere la mia Asti, la città che vivo naturalmente nel 1944, una città reale, e quindi ricostruirla storicamente per quello che era reale, ma nello stesso tempo trasfigurarla affinché potesse essere come dire, un luogo proprio della mente, un luogo immaginario, e potesse essere comunque universale, no? E quindi da un certo punto di vista quella era la scommessa principale. Et c'est une très belle question, c'est une question clé qui pose le doigt sur quelque chose d'important, parce qu'effectivement c'était ça un peu le défi que je me suis donné, raconter ma ville, Asti, celle où je vis depuis longtemps, et en même temps donc la reconstruire historiquement telle qu'elle était en 1944, et en même temps la transfigurer pour en faire un lieu imaginaire qui soit en même temps un lieu universel. Alors, il y a des métiers extrêmement surprenants dans ce livre. Il y a par exemple des gens qui travaillent probablement pour les chemins de fer, qui sont des freineurs, mais des poètes freineurs. Donc il y a tout un club comme ça de poètes freineurs, et ça donne une poésie très particulière, parce que quand on est freineur de train, on a un rapport à la poésie qui est très spécial. Il y a de grands développements sur les poètes freineurs. Je ne sais pas si on trouve leurs œuvres dans le commerce, mais en tout cas ça intrigue énormément. Et il y a un autre métier qui m'a beaucoup intrigué, celui-là. Mais là, c'est plus sérieux, si j'ose dire. Il y a un grand cimetière, et dans ce cimetière, il y a deux types qui travaillent constamment pour faire bouillir les morts. Faire bouillir les morts ? À quoi ça peut bien servir? Alors, quelquefois, on parle de réduction d'ossements, il faut qu'ils prennent moins de place, il faut les faire disparaître. Là, ils font bouillir les morts. Alors ça, déjà, c'est un petit peu étrange, parce que, surtout, quand on sait que l'action se passe en 1944, on se dit, mais qu'est-ce qu'ils font exactement? À qui obéissent-ils? Et quel est le but de cette opération? Donc là, on a le sentiment qu'on touche du doigt quand même une réalité beaucoup plus grave, beaucoup plus terrible, mais que vous présentez toujours sur le mode avec un peu de distance, sur le mode un peu ironique. Alors, ma question est la suivante, c'est pas là-dessus que je voulais vous interroger, mais il y a une chose qui m'a beaucoup surpris. Chaque chapitre du livre commence par une date extrêmement précise. Le 1er avril 1944, ou voilà. Donc, on sait très précisément à quel moment le récit se déroule. Et cependant, quand on regarde le récit de près, on se dit quand même c'est bizarre. Il y a de drôles d'appareils dans cette histoire. Les bouilleurs de morts reçoivent leurs ordres directement de Berlin, en général, par l'intermédiaire d'un ordinateur.
une espèce d'ordinateur. Un ordinateur en 1944. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Donc du coup, on est dans un c'est très troublant pour le lecteur, parce qu'on est dans un temps un peu suspendu. Est-ce qu'on est dans de la science-fiction rétrospective? Parce que l'ordinateur en 1944, non, c'est pas possible. C'est pas possible. Non. Donc, qu'est-ce que le temps, ça déstabilise. C'est fait pour ça, évidemment, mais ça déstabilise énormément le lecteur. Beh, io tra le varie cose di cui sono molto appassionato anche di letteratura fantascientifica, insomma, di fantascienza sostanzialmente. Quindi in Ferrovia del Messico mi sono detto, proviamo a costruire un 1944 per qualche modo, in qualche misura ucronico, cioè l'ucronia è questa questa branca della fantascienza per la quale si indaga che cosa sarebbe successo se e quindi io in questo caso qua ho provato a ricostruire un 1944 molto simile al 1944 che effettivamente è esistito nei libri di storia, però introducendo alcuni elementi che in taluni casi sono anacronistici, quindi semplicissimi anacronismi, come per esempio il computer. In altri casi sono proprio fantascientifici, come il macchinario esprimiparole, no? Quello non è un anacronismo, quello è un qualcosa, un apparecchio di fantascienza, perché non esisteva nel 1944 e non esiste neppure oggi. E questo naturalmente mi porta a entrare in quello che è, diciamo, la misura, la dimensione che a me è più cara, che è quella forse del realismo magico, no? Di inserire elementi che sono quantomeno come dire, disturbanti per il lettore, o anche soltanto se devo fermarmi vado no, perché poi devi tradurre, quindi, e quindi questo era l'obiettivo, no? Quindi costruire una sorta di 1944 che fosse per certi versi il più realistico possibile, perché naturalmente se non si crea una base di realismo poi tutti gli scarti perdono di significato, e poi su questa base storica costruire invece un 1944 che fosse, come dire, alternativo. Ferrovia del Messico avrebbe dovuto avere una seconda parte, forse ce l'avrà, in cui questa componente diciamo di ucronia sarebbe stata più marcata. Ecco. Alors, je suis un passionné de science-fiction. Dans le chemin de fer du Mexique, j'ai essayé de construire un 1944 uchronique, c'est-à-dire cette branche de la science-fiction qui s'interroge sur ce que se serait-il passé si. Donc un 1944 qui est semblable à bien des égards à celui qui a réellement existé, mais dans lequel j'ai introduit des éléments anachroniques, voire des éléments fantastiques comme l'ordinateur, bon, que je n'ai pas traduit comme ça, et d'ailleurs il ne dit pas computer, qui est le mot italien classique, il dit ordinatore, qui est un mot totalement désuet, et autre exemple, l'appareil à transformer les pensées en mots, qui évidemment là n'existe toujours pas. Donc moi, mon objectif, c'était le réalisme magique, c'est-à-dire un univers qui soit à la fois extrêmement réaliste et dans lequel j'ai introduit des éléments de réalité alternative. Mon roman devait avoir une deuxième partie, d'ailleurs il est un peu court, effectivement. Hein. Il devait avoir on en parlera la deuxième partie. Une deuxième partie qui peut-être existera, dans laquelle cette dimension uchronique devait être davantage explorée. Alors j'en profite, puisque vous parlez de la deuxième partie, je n'ai pas mentionné le fait que le livre comporte environ 660 pages, en français en tout cas, 661 très exactement, et il est composé de deux parties. Une partie qui fait 661 pages, et une deuxième partie qui fait une demi-page. Et qui n'est pas la moins surprenante. Qui n'est pas la moins surprenante parce que dans cette deuxième partie, on annonce la suite des aventures de Cesco Maggetti qui effectivement va se rendre au Mexique, va faire toutes sortes de choses. Alors je me suis dit non mais alors là ça c'est pas possible. C'est un clin d'œil, c'est un pied de nez au lecteur qui a tenu le coup pendant 660 pages, et au moment où il se dit « Ah ben ça y est, c'est terminé, je suis venu à bout », eh ben non, il va y avoir un deuxième tome. Alors, vous semblez dire que c'est pas tout à fait une blague, vous avez vraiment pensé, est-ce qu'il y a un deuxième tome en route, en projet ?
Sì, la cosa è iniziata proprio così, perché quando io ho presentato il mio romanzo, questo romanzo, a Giulio Mozzi, che è qua, che mi aveva chiesto un romanzo per la sua collana Fremen di Laurana Editore, io avevo iniziato a scrivere anche la seconda parte, soltanto che poi lui giustamente mi ha detto fermati, fermati perché sennò viene una cosa un po' troppo lunga, e io mi sono fermato. Però avevo già iniziato a immaginare, a scrivere la seconda parte, e quindi ho voluto mantenere perlomeno una piccola traccia di questa seconda parte, anche per spronarmi a scriverla. Effectivement, c'est comme ça que ça a commencé. Il devait y avoir une deuxième partie. Quand j'ai présenté le roman à Giulio Mozzi, l'éditeur qui est ici présent, pour sa maison d'édition, j'avais déjà commencé à rédiger la partie 2. Et lui m'a dit « Stop, ça va être trop long ». Mais je me suis obligé à mettre ce chapitre 2, ou cette partie 2 qui fait une demi-page, en quelque sorte pour prendre l'engagement avec moi-même de l'écrire. Cela dit, on peut donner un coup de chapeau à l'éditeur, parce que pour publier, non pas tout à fait un premier roman, comme je le dis, c'est pas tout à fait le premier, mais enfin quand même presque, un livre aussi gros, donc aussi coûteux d'une certaine manière pour l'éditeur, c'est un sacré pari. Sur l'avenir, et c'est une très belle chose que le livre ait connu autant de succès en Italie et soit promis autant de succès dans les différentes traductions qu'il va connaître, mais je dois dire que c'est un joli coup d'audace et une belle réussite littéraire. Mais je voudrais revenir à un mot que vous avez prononcé en réponse à la précédente question. Vous avez parlé de réalisme magique. Alors évidemment, quand on pense au réalisme magique, on a en tête, surtout les Sud-Américains, beaucoup d'écrivains latino-américains, des gens comme Marquez. Bon. Mais j'ai pas l'impression que ce soit tellement ce réalisme magique-là qui vous influence le plus. Il y a quand même un personnage, un Sud-Américain qui est très présent, qui n'est pas du tout un Mexicain, malgré les chemins de fer du Mexique, mais c'est Borges. Et alors, il joue un rôle, il est très présent, comme une espèce de puissance tutélaire qui veille sur le livre. Il joue un rôle dans le livre, puisque dans le cimetière, on va installer des lumières des cierges pour créer une espèce de message qui est le titre d'un livre de Borges. Et on se demande pourquoi ce message. Est-ce que c'est un signal pour les aviateurs qui doivent bombarder cet endroit? Est-ce que c'est un... Enfin, il y a quelque chose de très mystérieux, mais dans Borges, on a justement les sentiers qui bifurquent. Et ce livre... Ce sont des sentiers qui bifurquent tout du long. Donc, est-ce que c'est une espèce de dieu littéraire pour vous, Borges? Diciamo che Borges è sicuramente uno degli scrittori che io prendo come modello, sicuramente, certo. Anche perché quel particolare racconto, cioè i sentieri che si biforcano, era perfetto per quello che stavo scrivendo io. Esattamente così, cioè Ferrovia del Messico è pieno di sentieri che si biforcano, no? È un romanzo sostanzialmente sul destino, sul caso, su come il destino e il caso possano agire sulla vita degli uomini, e in particolar modo sulla vita di un semplice soldato di Asti, quindi della periferia della periferia. E quindi Borges, da un certo punto di vista, mi ha guidato anche nel suo amore per i libri, che io ho anche naturalmente, nel suo amore per i labirinti, perché comunque Ferrovia del Messico è anche un romanzo abbastanza labirintico, no? E quindi sicuramente sì, Borges è uno dei miei scrittori del cuore, come per il resto sono anche... tu hai parlato di Marquez, io ti dico che per me il romanzo che mi ha fatto innamorare del realismo magico è Pedro Páramo di Juan Rulfo, che poi mi è tornato molto utile quando ho dovuto costruire un Messico che fosse anche lì reale quanto più possibile, ma trasfigurato. Ecco. Effectivement, Borges a été et est un de mes modèles. Ce récit
auquel tu as fait allusion, Les Sentiers qui bifurquent, est parfait pour ce roman, qui effectivement est plein de bifurcations, même de trifurcations, de quadrifurcations. Ça, je rajoute. C'est un roman sur le destin, sur le hasard, sur la façon dont le hasard peut agir sur la vie des individus, y compris sur la vie d'un simple petit soldat de la périphérie d'une petite ville de province. Tu as parlé de Borges, qui est un de mes écrivains préférés, de Marquez, et une autre influence, c'est Pedro Páramo de Juan Rulfo, qui est en sous-texte dans ce roman. Alors il y a un personnage dont on n'a pas du tout parlé et qui joue un rôle très important, c'est Tilde. Parce que, je vous l'ai dit, il s'agit, entre autres choses, puisqu'il y a beaucoup de sentiers qui bifurquent, vous l'aurez compris, c'est un voyage qui ne va pas de A à Z, il y a beaucoup de bifurcations, beaucoup de digressions, et c'est ce qui explique la taille du roman, et c'est ce qui fait justement aussi le sel de la chose, parce que dans une chasse au trésor, finalement, c'est la chasse qui est importante, c'est pas tellement le trésor, c'est pas enfin, peu importe. Il y a le personnage de Tilde qui est bibliothécaire. Et donc, il faut passer par la bibliothèque pour récupérer ce fameux livre où peut-être on va trouver le secret des chemins de fer du Mexique et être capable, après l'avoir lu, de dessiner cette fameuse carte. Seulement, dans un roman classique, on dirait les histoires de... Évidemment, Chesco va tomber immédiatement, à la seconde, amoureux, fou de Tilde. Une autre histoire commence dans l'histoire. On pourrait dire que Chesco, c'est une espèce de figure de l'antimilitarisme, malgré lui, et que Tilde est tellement extravagante qu'en gros, elle est folle, quoi. On pourrait dire ça pour résumer. C'est beaucoup plus compliqué que ça, bien entendu. Parce que c'est pas du tout un roman qui est basé sur de la psychologie réaliste. On a des personnages qui sont hors normes, mais qui sont... on ne sait pas bien. Quand je dis, par exemple, que Chesco est antimilitariste, oui, c'est un livre antimilitariste, incontestablement, mais ça ne résume pas du tout le personnage. Si je dis que Tilde est extravagante au point d'être folle, oui, elle est d'ailleurs internée, finalement, mais c'est pas non plus... ça, la vérité du personnage. C'est-à-dire que la psychologie classique ne vous intéresse pas. C'est des personnages complètement hors normes. Et la difficulté, me semble-t-il, c'est de faire des personnages qui soient quand même crédibles. Ce ne sont pas des pantins, ce sont des vraies personnes, mais toujours à la limite. Sì, ecco, Tilde, esatto, grazie, sono contento che tu abbia tirato fuori queste... No, perché comunque Tilde è esattamente è intanto il personaggio che mi ha dato, è uno di quelli che mi ha dato lo spunto per cominciare a scrivere il romanzo. Esisteva già prima dell'idea delle Ferrovie del Messico, che magari poi, se volete, vi dico perché si intitola Ferrovie del Messico e come è uscita fuori questa Ferrovie del Messico. C'entra un po' la Francia, no? C'entra Proust, quindi, insomma. E quindi no, Tilde rappresenta nella mia idea la donna che vuole vivere la vita che vorrebbe vivere e quindi fregarsene di tutto quello che sono le autorità imposte dalla società, le autorità imposte dallo Stato fascista. Pensate che a quell'epoca, nel 1944, ma anche prima in Italia, per una donna, per lo Stato fascista le donne erano considerate praticamente delle incubatrici e null'altro, ma avevano stilato un elenco di caratteristiche per cui le donne potevano essere spedite in manicomio ed erano caratteristiche che mia moglie le ha praticamente tutte. No, quindi, cioè, no, per dire che era veramente una cosa assurda. E Tilde prova a essere una risposta con la sua stessa vita a questi tipi di costrizioni, a questo tipo di autorità e naturalmente anche all'autorità paterna, ma senza fare nulla di chissà che, semplicemente esiste e vive la vita che vuole vivere. Ma naturalmente poi quando una persona prova a iniziare una ribellione individuale succede che quasi sempre viene triturata negli ingranaggi
Alors, je suis content de ce que tu as dit. Tilde, c'est un personnage très important. Elle existait avant que je n'écrive le livre. C'est elle, en quelque sorte, qui m'a lancé dans ce livre. Si vous voulez, je vous expliquerai pourquoi. En tout cas, c'est un rapport avec Proust. Tilde, c'est une femme qui vit comme elle a envie de vivre, ou qui essaye en tout cas, contre les contraintes, contre les autorités de l'époque fasciste, ou qui voyait la femme comme une incubatrice, et qui avait dressé une liste de caractéristiques, de traits psychologiques qui devaient justifier qu'on envoie une femme à l'asile. Gianmarco dit que sa femme a toutes les caractéristiques de cette liste établie par le fascisme. Donc Tilde, c'est quelqu'un qui réagit à cette autorité, pas de manière concertée, pas de manière calculée, mais y compris l'autorité paternelle, simplement elle vit comme elle a envie de vivre, et par définition, elle est obligée de se rebeller aux contraintes, et les gens qui se rebellent dans des milieux contraignants finissent régulièrement à l'asile. Alors, il y a des lieux très étranges aussi, évidemment, dans cette ville d'Asti et dans sa périphérie. Il y a en particulier une espèce de boîte de nuit qui s'appelle l'Aigle agonisant. Là encore, on voit bien le clin d'œil, on voit bien l'intention. Il y a aussi une espèce d'église désacralisée dans laquelle vit une espèce de poète complètement intoxiqué par différents produits et qui héberge d'ailleurs aussi des poètes freineurs, si je me souviens bien. Enfin, c'est très étrange. On a des lieux qui sont toujours un peu... Et puis il y a ce fameux cimetière, le fameux cimetière qui est au cœur de l'intrigue également et qui est un endroit extrêmement étrange. Ce sont toujours des lieux là aussi décalés. Non seulement les personnages sont décalés, mais les lieux également sont décalés. Décalés, c'est-à-dire, ils ne sont pas ordinaires, ils sont... Ouais. Ok, sì, intanto L'Aquila agonizzante come si dice in francese? L'Aigle agonisant. È un... Che bello che è tradotto in francese, sono contentissimo. No, è bello sentire le cose che ho scritto in francese, è bellissimo. No, anche perché poi, tra l'altro, all'Aquila agonizzante c'è un momento in cui, ecco, per me questo romanzo è... sostanzialmente il mio modo di scrivere è proprio tutto, quasi tutto basato sulla lingua, sull'amore che io ho per la lingua. Perciò quando scopro che Christophe è il traduttore e viene a trovarmi e ha 1000 domande da farmi, giustamente, è stato molto bello perché mi ha dato la possibilità di rientrare nuovamente nel romanzo e nella lingua e perché dico questo? Perché proprio all'Aquila agonizzante c'è questo utilizzo, io utilizzo questa specie di argot italiano, anche se poi è un gergo che si chiama lingua zerga, che praticamente è un linguaggio in codice per tenere fuori tutto il mondo da una conversazione che si vuol tenere privata. Era una lingua parlata dai Galeotti, una lingua parlata dai circensi e da molti altri che non volevano farsi, dai borseggiatori, dai delinquentelli, e questo per me è un'operazione che ho adoperato per tutto il romanzo, cioè la lingua diventa narrazione e diventa fulcro della storia e dell'ambiente, e quindi l'ambiente è la lingua è l'ambiente, o meglio. E quando ho chiesto a Christophe come era riuscito a tradurre questo gergo, questa lingua zerga, lui mi ha risposto che è stata la cosa più facile di tutto il romanzo, perché giustamente in Francia voi l'argot ce l'avete, sarebbe molto più difficile tradurre l'argot in italiano, che noi non ce l'abbiamo, e quindi, però sì, effettivamente tutti questi luoghi hanno un che anche di misterioso e di non chiaro a prima vista. C'è il cimitero, l'Aquila agonizzante, eccetera, eccetera. Alors il a commenté quand il m'a demandé comment on dit Aquila agonizzante, Aigle agonisant, on dit ah c'est chouette d'entendre ça en français, je suis très content. Ma manière d'écrire se fonde absolument sur l'amour de la langue, sur le plaisir de la langue. Et quand Christophe est venu me voir, donc fin juillet, je suis allé le voir à son club de golf, il m'a très bien reçu.
Du coup, j'ai vraiment envie de traduire que des auteurs vivants maintenant. Les auteurs morts me font jamais des cadeaux comme ça. Les questions qu'il m'a posées sur le livre étaient pour moi très très plaisantes parce que ça me donnait la possibilité de revenir sur l'écriture de ce livre et en particulier sur un chapitre qui est écrit en lingua zerga, dont j'ai découvert l'existence, qui était un idiolecte des détrousseurs, des petits brigands, des petits bandits, qui leur permettait de se comprendre dans des zones géographiques extrêmement vastes, à une époque où, 16e siècle, 17e siècle, où les dialectes empêchaient quelqu'un de Pise de se comprendre avec quelqu'un de Milan, par exemple. Et donc, ils ont inventé cette langue qui correspond parfaitement à ce que nous, on a en France avec l'argot. Et lorsque, en retour de mes questions, Gianmarco m'a demandé « mais comment tu as traduit ces passages-là ?» Je lui ai dit « c'était le plus facile à traduire parce que nous, on a des argots. Et donc, il y a des équivalents absolument à cette lingua zerga. C'est dans l'autre sens, pour un traducteur italien qui a un texte avec de l'argot, que c'est très compliqué. Parce que cette lingua zerga a existé, comme dirait l'autre, mais aujourd'hui, plus personne ne connaît son existence. J'ai fait le test autour de moi. Il y a très peu d'Italiens, y compris très érudits, qui savaient que ça existe. Donc, il a sorti des mémoires cette chose-là. Mais à propos du travail sur la langue, c'est précisément un travail... L'écriture même est un travail sur la langue, et on pourrait dire que c'est un roman choral. J'aime pas trop l'expression parce que c'est un peu banal, en quelque sorte, de parler de chorale, mais c'est un roman construit sur les sonorités, véritablement, sur la musique. Et c'est là où je pense que le travail du traducteur, on en parlera aussi, je voudrais qu'on en dise quand même un mot, n'est pas seulement un travail de recherche de vocabulaire, de choses comme ça, mais c'est d'être fidèle à la musicalité de la langue, qui est véritablement un montage musical. Tous les personnages s'expriment de façon différente, et il y a, oui, une espèce de phénomène de chorale, comme ça, de masse. Et ça, c'est très important, je pense. Est-ce que vous êtes intéressé particulièrement par la musique, ou est-ce que c'est la sonorité de la langue qui vous guide quand vous écrivez? Più che la musica, io sono un poeta fallito, cioè mancato, fallito, non lo so come definire. Ho iniziato scrivendo poesie, però sono un lettore invece trionfante, perché come lettore sono bravo di poesia, no? E quindi questa musicalità e questo ritmo, ne parlavamo proprio ieri con Christophe, è qualcosa di importantissimo per la mia scrittura. E lui, ieri abbiamo fatto una lettura di una parte in italiano e la stessa in francese, e abbiamo notato come la musicalità era la stessa, le parole erano diverse, però questo naturalmente è un aspetto che per lui è fondamentale. Io sono contento che sia così, perché questo deve essere mantenuto. Non è poesia, però comunque, ecco, un aspetto, per esempio durante l'editing con Giulio, con Lucia Zago, che è la ragazza, insieme poi a Greta Bertella, con cui abbiamo fatto l'editing del romanzo, me l'hanno letto tutto ad alta voce, no? Ci abbiamo messo un po', ovviamente, ci hanno messo un po' a leggerlo tutto ad alta voce, però è stato perfetto, perché mi è servito moltissimo per ricevere e per ascoltare la cadenza delle parole, la musicalità e il ritmo, e quindi questa è stata una cosa che Christophe, da quanto ho potuto apprendere, è riuscito a mantenere, e questo è importantissimo, ecco, per me. Alors oui, la musique, mais plus que la musique encore, je me considère comme un poète raté. Mais je suis un lecteur de poésie triomphant, au sens où je suis très gros lecteur et très bon lecteur de poésie. Et la musique, effectivement, et le rythme sont très importants pour moi. Et là, je rougis sous mon hâle. Je suis ravi que Christophe ait traduit ce livre, parce que pour lui aussi, c'est très important. Et lorsque nous avons mis le texte au point, fait ce qu'on appelle en italien l'editing, avec un mot parfaitement italien, Giulio Mozzi et Greta Bertella, ici présentes, ont proposé une lecture à voix haute, m'ont fait la lecture à voix haute de tout le livre, donc ça a pris un certain temps, mais c'était très utile parce que j'ai pu entendre la rythmique, la musicalité du texte.
Et comment j'aimerais qu'on parle de votre travail de traduction, justement, parce que non seulement c'est un travail qui est très fidèle, vous dites que la musique est la même en italien et en français. On a le sentiment que c'est un travail très difficile, que ce travail a été très difficile, d'abord à cause de la taille du livre, évidemment, mais bon, ça, quand on aime le livre, on s'y plonge, et peu importe la taille. Mais quand même, j'aimerais qu'on parle un petit peu de ce travail, parce que la difficulté, dites-vous, n'est pas du tout dans la traduction de l'argot ou dans la traduction des différents niveaux de langue, mais elle est quand même réelle dans la difficulté de retrouver la sonorité. Parce que tout est étrange, tout sonne étrangement dans ce livre. Non seulement les personnages sont un peu étranges, les lieux sont étranges, l'époque où l'on est un peu étrange, on ne sait pas si on est dans la réalité, dans le fantastique, tout est étrange. Et ça, c'est très frappant. Moi, j'ai lu le livre en français, et c'est extrêmement frappant. Donc j'aimerais savoir comment vous avez travaillé, comment vous avez fait pour rendre cette impression. Alors, je vous avoue que je n'en sais trop rien, comme toujours quand je traduis, mais ce que je peux vous dire par une sorte de pirouette, et vous le savez, vous êtes traducteur aussi, c'est quand c'est extrêmement bien écrit, quand c'est extrêmement calibré, quand c'est très travaillé en amont, la traduction est facile. C'est facile de traduire les grands textes. J'ai traduit parfois des moins grands textes, une seule fois à vrai dire, parce que j'étais un peu obligé pour des raisons financières, j'étais en congé, sans solde. Donc j'ai pris une traduction, la seule que j'ai faite vraiment pour des raisons alimentaires, c'était pas terrible et c'était très difficile à traduire. Alors que c'est pas difficile à lire, il n'y a pas de bizarrerie, etc. Parce que c'était pas bon. Et quand c'est très très bon, on ne le trouve pas tout de suite, mais au bout de quelques heures ou journées de travail sur le début, on trouve un fil. Et je ne sais pas comment expliquer ça, c'est peut-être un cas de possession en fait. On est possédé par l'auteur et c'est comme si l'auteur réécrivait le livre dans une autre langue. J'ai pas l'impression que c'est moi qui écris les traductions en fait. C'est assez étrange de dire ça comme ça. Hein. Ne me fais pas interner, hein, Gianmarco. Hein. Mais c'est un peu comme si j'avais une voix qui me disait ce que je dois écrire, y compris dans les moments où on se dit mon Dieu, comment je vais dire ça en français. Et ben ça vient dans le mouvement. Il y a peu de moments dans le roman où je me suis arrêté pour dire... Si, il y en a quelques-uns, parce qu'il y a des problèmes techniques. Hein, les mots croisés, là... À la grille de mots croisés, merci, quoi. Mais à part des moments précis qui, pour des raisons techniques, bloquent, sinon, ça coule. Il y a une fluidité qui est la fluidité du texte d'origine. Et les registres, par exemple, de langue, c'est tellement soigné, c'est tellement fin. Chaque personnage est typé par sa manière de parler. Et la narration se modifie d'ailleurs en fonction des personnages qui sont présentés. Donc ça coule de source, j'ai envie de vous dire ça. Voilà. Ça répond pas à la question, hein, mais j'ai pas de secret de fabrication, je ne sais pas. Non, je comprends complètement votre point de vue. Cela dit, je pense que vous êtes quand même très modeste parce que c'est quand même un tour de force d'avoir traduit ce livre comme vous l'avez fait. Je signale d'ailleurs que Christophe Milewski donnera un atelier de traduction samedi après-midi à l'EPI au Centre Pompidou. C'est plein. Bon, voilà. Bon, mais enfin, je vous tenais quand même à le signaler. Je voulais vous interroger sur cette deuxième partie, Gianmarco, parce que ce livre est quand même très situé dans une époque. C'est l'époque où beaucoup de choses vont basculer en Italie. C'est bientôt la fin de la royauté, la fin du régime aussi mussolinien. On va tout de suite arriver dans une sorte de modernité, en tout cas dans une période qui est notre période, le début de notre période actuelle. Si votre deuxième roman, si les suites se situent dans les années suivantes, à la fin du XXe siècle, dans les années 1980, 2000, etc., vous allez perdre complètement, évidemment, cet ancrage dans la réalité historique de l'Italie de l'époque. Est-ce que c'est un autre projet, du coup, très différent, ou est-ce que ça... Quel lien voyez-vous entre ce livre-là et celui que vous projetez, plus ou moins? In realtà l'idea di base originaria era una e poi effettivamente quando mi sono messo a pensarci è venuta fuori completamente un'altra cosa e quindi
la seconda parte di Ferrovie del Messico, chiamiamola la seconda parte di Ferrovie del Messico, potrà essere un romanzo completamente diverso, cioè sarà sicuramente un romanzo completamente diverso, c'entrerà sempre Ferrovie del Messico, c'entrerà, nel senso c'entrerà Cesco Maggetti probabilmente, ci sarà ancora echi di questi personaggi, però non sarà un vero e proprio sequel, non sarà un vero e proprio sequel, non sarà, almeno nella mia mente oggi, sarà un romanzo, un progetto complètement diverso, ecco. En réalité, l'idée de base de départ a complètement changé. La deuxième partie pourrait être et sera certainement un roman complètement différent. Il y aura bien sûr un rapport encore avec Cesco Maggetti, avec le personnage principal. On trouvera des échos de ce personnage, mais ce ne sera pas une suite à proprement parler. J'ai vu dans les remerciements ou dans les notes finales, vous dites que certains passages, certaines nouvelles, je ne sais pas si ce sont exactement des nouvelles, si le mot correspond, publiées dans Inciampi, ont été un petit peu des espèces de matrices de ce roman. Comment le projet est-il né précisément, puisque apparemment il y avait déjà quelques idées, vous aviez envisagé de faire des textes relativement courts. Dans Inciampi, ce sont des textes relativement courts, me semble-t-il, mais en même temps, vous l'avez réutilisé, développé. Alors, comment est né le projet? Est-ce que vous pouvez en faire un petit peu l'historique? Sì. No, sì, in Inciampi ci sono alcuni racconti, perché io in realtà avevo già in mente un progetto di un romanzo ai tempi in cui stavo scrivendo soltanto racconti. Io ho scritto sempre solo racconti prima di Ferrovie del Messico, anche Più segreti degli angeli sono i suicidi, in realtà sono racconti, e quindi avevo in realtà questo progetto in mente, ma poi come tutte le volte mi rompevo le palle di quello che stavo scrivendo, no? E quindi smettevo il progetto del romanzo e riadattavo quelle parti che avevo scritto come racconti, e quindi questi sono 2 o 3 racconti, sono finiti poi in Inciampi. Poi in realtà successivamente mi è venuta l'idea, perché io sostanzialmente Ferrovie del Messico avevo un'idea di scrivere un romanzo che fosse nel quale un essere umano fosse messo di fronte a una situazione che io definirei kafkiana, no? Però un kafkiano, quindi doveva essere una situazione che stava in equilibrio tra, da una parte, il neorealismo, il realismo di una persona che deve affrontare le miserie e i problemi di una guerra, e dall'altra parte opposta c'era l'uomo che si sveglia una mattina trasformato in uno scarafaggio. Quindi a me serviva una situazione che stesse a metà tra queste due, non assurda, non realistica, ma che fosse, come dire, insensata in quel senso lì. E quindi mi sono arrovellato per diverso tempo per cercare questa situazione, e poi così arriviamo a Ferrovie del Messico. E poi quando un giorno stavo leggendo una biografia di Proust, e ho scoperto che Marcel Proust era un grande appassionato investitore di borsa, giocava in borsa, no? E tra i titoli azionari per i quali investiva i suoi soldi c'erano appunto titoli molto esotici, tra cui Ferrovie dell'Australia, del Tanganica, Ferrovie del Messico. E lì niente, mi è venuta questa sorta di illuminazione, se vogliamo così, e ho detto, ecco, ho trovato esattamente quella cosa che mi serviva per scrivere questo, per mettere di fronte un uomo di fronte a una situazione kafkiana, cioè una situazione che lui nemmeno comprende, quasi nessuno comprende, il perché si debba disegnare una mappa delle Ferrovie del Messico. Alors j'avais déjà, quand j'écrivais des nouvelles, j'avais déjà en tête d'écrire un roman. J'avais déjà le projet d'un roman, j'essayais de l'écrire, et mon propre roman mi rompeva le palle, me cassait les couilles, m'ennuyait, me barbait. Et je traduis ce qu'il a dit. Hein. Et donc je transformais des chapitres du roman en nouvelles. Donc j'ai publié des nouvelles qui sont en fait des
chapitre du roman à venir. Pour Chemin de fer du Mexique, je voulais plonger un être humain dans une situation que je définirais comme kafkaïenne, c'est-à-dire qu'il soit entre le réalisme de la situation, les misères de la guerre, et la situation de Grégoire Samsa qui se réveille transformé en insecte. Je voulais que ce soit à mi-chemin entre le réalisme et cette situation. Pas une situation aussi absurde, mais tout de même insensée. Et puis c'est Proust qui m'a donné l'input, parce que j'ai découvert que Proust jouait en bourse, qu'il achetait des titres improbables, par exemple des titres sur les chemins de fer du Tanganyika, les chemins de fer de l'Australie, les chemins de fer du Mexique. Et c'est de là que je suis parti, en me disant, voilà, je vais mettre le personnage dans la situation de dresser pendant la guerre, à cause d'un ordre dont on ne sait jamais très bien d'où il vient, une carte des chemins de fer du Mexique. Ho scelto il Messico perché Tanganyika non sapevo nemmeno dove fosse. Et j'ai choisi le Mexique parce que le Tanganyika, je ne sais même pas très bien où c'est. Comme Cesco ne sait pas très bien où est le Mexique. Ma neanche io, io in realtà anche io non è che sapessi tanto del Messico. Moi non plus, je ne savais pas très bien où était le Mexique. Quand vous serez traduit en espagnol, vous allez vous rendre au Mexique avec ce livre, peut-être. Hein? Peut-être. Oui, absolument. Vous avez prononcé un nom que je m'étonnais qui n'ait pas encore été prononcé au cours de cette discussion, c'est le nom de Kafka, parce qu'il y a cette espèce d'absurde et d'humour grinçant aussi, très grinçant. Et en particulier, il y a un élément qui m'a fait beaucoup penser à Kafka. C'est pas tellement les métamorphoses, il n'y en a pas, mais c'est la façon dont l'ordre émis par un vague fonctionnaire nazi à Berlin s'est transformé en cette injonction à dessiner une carte des chemins de fer du Mexique qui ne servira strictement à rien aux nazis. L'histoire par la suite l'a prouvé, de toute façon, à supposer même qu'elle fut vraie. Mais il y a quelque chose de, alors là, véritablement d'absurde dans la bureaucratie. Il ne s'agit pas de... C'est facile, évidemment, de faire un livre sur le nazisme, où on critiquerait la hiérarchie nazie, etc. Vous faites quelque chose de très différent. Vous montrez comment cet ordre, mais totalement absurde, va de malentendu en malentendu, faire boule de neige et finir par devenir la nouvelle de cette carte que l'on commande à un obscur fonctionnaire, un obscur militaire de la gare d'Asti. Voilà. Comment la logique s'est faite. Et alors là, on est véritablement dans Kafka. Oui. Sì, esatto, lì c'è un capitolo in cui per quanto mi riguarda si incontravano o si incontrano in Ferrovie del Messico il mio amore per Borges, e quindi per i labirinti, per le biblioteche, eccetera, eccetera, e il mio amore per Kafka, e quindi l'assurdo e l'insensato più che l'assurdo in questo caso qua, e anche un po' per Indiana Jones, perché voglio dire che i nazisti cercassero queste dall'Arca dell'Alleanza al Santo Graal, in questo caso cercano quest'arma risolutiva che dovrebbe esserci in questa città messicana che si chiama Santa Brígida della Ciénaga, e appunto tutto questo si incontra in alcuni capitoli di Ferrovie del Messico, specialmente in quelli in cui mi approccio appunto al nazismo e ai suoi gerarchi, fino ad arrivare ovviamente anche al top. Oui, c'est juste. Il y a d'ailleurs un chapitre où se croisent mon amour pour Borges et mon amour pour Kafka, et aussi pour Indiana Jones, parce que comme il y a les nazis dans Indiana Jones quittent l'Arche d'Alliance, là ils cherchent l'arme résolutive qui se cache peut-être dans une ville du Mexique, Santa Brígida, et donc effectivement dès que je touche à la question du nazisme, Kafka apparaît. Et quand je touche au nazisme, je finis par toucher même tout en haut du nazisme. Il y a un chapitre effectivement dédié à Adolphe et Eva. Effectivement, Indiana Jones, j'ai pas pu m'empêcher d'y penser, la quête du fameux Graal avec les nazis, on est un peu là-dedans. Alors Indiana Jones, Borges, Kafka, vous voyez que c'est... E poi naturalmente l'altra mia grande passione dove c'è la quête, no? La ricerca, e quindi tutto il ciclo arturiano, l'Orlando Furioso, sono tutte quella chanson de Roland, le chanson de Gênes,
Geste, insomma tutto quel genere letterario lì per me è importante, cioè Ferrovia del Messico. Effectivement, et donc la quête, la chanson de geste, le cycle arthurien, Roland, tout ça est très important pour moi. Tout ça dans un roman d'aventure qui se dévore évidemment page après page. Voilà, pourquoi le refuser? Certains d'entre vous vont peut-être avoir du mal à entrer dans le livre, d'autres vont l'adorer. En tout cas, ça ne laissera personne indifférent. Et c'est un livre tout à fait étonnant et tout à fait remarquable. Et la traduction l'est également. Merci à vous, merci à tous les deux. Merci Gianmarco, merci Christophe. Grazie. Grazie. Moi, je voudrais dire en un mot quel plaisir énorme j'ai eu à traduire ce livre et remercier publiquement Julia de me l'avoir confié. En 3 jours, ma décision était prise. La ringrazio anch'io, Giulia. Non so. Et je vous signale que d'ici une petite heure, vous pourrez écouter Elisa Jonglot au violoncelle et Léonore de Recondo ici même. Merci, bonne soirée. Bonne soirée.